Bonsoir, que la paix soit sur vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais attendre un petit moment pour savoir si vous êtes là. J'attends encore un tout petit peu. Juste encore 2 minutes de patience et on commence. Voilà, je pense que vous êtes présents. On va pouvoir commencer. On attend que... Bien, très bien. Vous êtes là, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. Euh, voilà, nous allons commencer cette intervention sur le séparatisme, un tout petit peu sur les débats qui ont cours euh, en France, mais plus généralement en Europe, après l'intervention qui était attendue du président Macron, qui a eu des répercussions à travers le monde, qui a eu effectivement des réactions particulièrement vives ici et là. Et je pense que ça doit nous amener à une réflexion un peu plus fondamentale, à une réflexion réfléchie qui soit loin de la réactivité, que l'on répète les mêmes erreurs du passé et que l'on puisse de ce point de vue-là, avec calme, avec sérénité, avec confiance aussi, pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, ce que j'avais mis comme sous-titre à l'intervention, c'était les dits et les non-dits de ce qui se joue sur le plan politique, ce qui se dit effectivement sur toutes ces questions aujourd'hui qui sont liées à cette réflexion autour de l'islam, du séparatisme, du nouveau nom qui a été donné, puis ensuite qui a été écarté pour qu'on parle davantage maintenant de renforcer la laïcité, de redonner son sens à la laïcité comme si elle avait perdu son sens. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est en parcourant le discours du président Macron, de relever un certain nombre d'éléments qui sont importants pour nous, qu'il faut comprendre, qui révèlent beaucoup de choses de la nature des débats, de l'évolution. Il faut savoir d'ailleurs que sur ces questions-là, le président Macron ne disait pas exactement la même chose il y a 4 ou 5 ans. Il y a clairement aujourd'hui une pression qui s'est faite sur lui, les élections approchent. Et ce n'est pas simplement les élections sont révélateurs de ce qu'il peut ou ose dire aujourd'hui, mais il faut savoir que ce discours était attendu pratiquement, il l'a dit d'ailleurs lui-même dans son intervention, ça fait pratiquement depuis le début du quinquennat qu'il voulait parler de cette question-là.
Et nous, ça doit nous révéler plusieurs choses, parce qu'au même moment où nous parlons de ceci en France, vous voyez un tout petit peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Vous voyez aussi que Trump, pour pouvoir garder un certain type d'électeurs, eh ben, va refuser de condamner les suprémacistes blancs, va entretenir un discours sur l'islam qui est un discours de rejet, qui a stigmatisé en l'occurrence des pays, qui a stigmatisé des musulmans, qui dit qu'il y a un problème dans l'islam, comme beaucoup le disent aussi en France. Et puis ensuite, vous voyez ce qui se passe en Australie, puis vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays européens, et puis vous voyez ce qui se passe en Inde. Et vous dites, là, il y a un problème. Et on retourne le sujet en disant, bah, le problème, c'est que c'est l'islam qui est en crise et peut-être pas les sociétés occidentales ou les sociétés d'un point de vue général qui utilisent l'islam pour gérer leur propre crise en fait. Parce que c'est peut-être ceci qui est la résultante, la conclusion de tout ce débat-là. Mais avant d'arriver à cela, permettez-moi de prendre quelques minutes pour traverser, pour parcourir le discours qui nous a été donné. Pour quelle raison? Non pas pour faire une analyse de texte, mais parce qu'il est extrêmement révélateur de la nature ou de la façon dont les termes du débat sont posés, pas seulement en France, mais en France, en Europe et en Occident, et malheureusement, dans beaucoup de pays africains et dans beaucoup de pays majoritairement musulmans. C'est étonnant. C'est-à-dire des discours de cette nature-là, critique et qui veut stigmatiser une certaine pensée musulmane qui peut être émancipée politiquement, critique et courageuse citoyennement et civilement, eh bien celle-ci, il faut la contrôler. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler radicale, on va l'appeler politique, on va l'appeler... euh, à partir du moment où un musulman semble réfléchir socialement et civilement, c'est qu'il pense presque trop. C'est-à-dire que euh, l'islam modéré qu'on veut, ou l'islam des Lumières qu'on veut, c'est presque un islam des Lumières, mais sans la lumière de l'intelligence. En d'autres termes, ce qu'on reconnaît aux Lumières occidentales, il faudrait le soustraire à la pensée musulmane. Comme si aujourd'hui, il ne fallait penser que comme nous pour que votre pensée soit acceptable. Alors, une fois qu'on a dit ça, revenons à ce qui nous est dit. Par exemple, dans la construction du discours de Macron, il a fait ceci en 5 chapitres, et puis il y a un premier, en 5 points, je vais dire, qui sont autant de chapitres, puis il y a un premier point qui commence par dire, en fait, la laïcité n'est pas le problème. Donc, c'est bien parti. La laïcité n'est pas le problème. Nous, ça fait 30 ans qu'on dit, on n'a aucun problème avec la laïcité. C'est un certain nombre de politiques et d'intellectuels qui, ayant un problème avec l'islam, finissent par avoir un problème avec la laïcité. C'est eux qui ont un problème avec la laïcité, pas nous. Nous, on n'a aucun problème avec la laïcité telle qu'elle devrait être appliquée. Donc, la laïcité, c'est vrai, c'est pas le problème. La laïcité, c'est l'instrument par lequel on va essayer de résoudre un autre problème, c'est-à-dire comment vivre avec ces citoyennes et ces citoyens de confession musulmane, totalement francophones, totalement respectueux de l'ordre républicain, de la loi, mais qui commencent à s'émanciper, qui commencent à réfléchir, qui commencent à avoir leur place, et puis qui ont des noms, qui ont des consonances, en déplaise à Éric Zemmour, qui ont des noms qui sont non pas des noms qui ne sont pas français, mais dont la France doit comprendre qu'ils sont devenus des noms français. Eh oui, Fatima, Mohamed, Abdelouhab, c'est français. C'est français, c'est même aussi français qu'Éric. C'est même aussi français que Julien, que c'est même devenu presque aussi français, et aussi français que Dupont. Voilà, c'est la réalité de la France d'aujourd'hui, il faut l'entendre. Mais ce qui nous est dit, c'est en fait, dans le début du discours, c'est une chose tout à fait surprenante. 4 points qui sont avancés, et immédiatement, quand le président Macron commence son propos, il dit l'islam est en crise, pas simplement chez nous, à peu près partout dans le monde. Premier point. Donc c'est l'islam qui est en crise. Il faut le reconnaître, il y a un problème. Donc effectivement, nous n'avons pas de problème avec l'islam, nous n'avons pas de problème avec les musulmans, nous avons un problème qu'avec les musulmans radicaux, radicalisés, etc., etc., enfin un certain nombre de qualificatifs. Mais l'islam, malgré ça, il faut quand même qu'on reconnaisse que l'islam est en crise partout dans le monde. Enfin ça, c'est le propos que vous entendez chez les pseudo-spécialistes de l'islam contemporain, qui peuvent aller de Bernard-Henri Lévy qui dit le grand problème de l'époque, c'est l'islam contre l'islam. Il n'y a pas de problème
problème avec les dictatures, il n'y a pas de problème avec la politique occidentale dans le monde, il n'y a pas de problème avec la politique israélienne. Non, le problème de notre époque, c'est islam contre islam. Il faudrait savoir qui donne des armes à certains de cet islam contre certains de l'autre islam. Parce que ceux qui entretiennent ce débat-là, ce n'est pas forcément les musulmans, même s'ils en sont responsables. Encore une fois, on ne doit pas dire et on ne va pas répéter les âneries que certains peuvent dire et répéter, à savoir nous n'avons aucun problème, nous, le problème c'est que l'Occident. C'est pas vrai, il y a de vrais problèmes. Maintenant, il faut faire attention. L'instrumentalisation de ce discours-là par des forces occidentales en disant le seul problème c'est l'islam contre l'islam, et que c'est ça qui est la vraie crise de l'époque, ou que vous avez aussi chez Keppel, enfin un certain nombre de personnes, Keppel qui est celui d'ailleurs qui doit aujourd'hui être un tout petit peu perturbé, puisque le mot qu'il avait suggéré au président séparatisme est maintenant retiré du débat. D'ailleurs, il faut quand même savoir que le séparatisme, c'est le concept et la notion qui est utilisée par la Chine pour déterminer ce que disent et ce que sont les Ouïghours. Et regardez ce que ça devient. Et regardez ce que c'est, parce que c'est des camps de concentration. Parce qu'alors là, en matière de séparer les séparatistes, on ne fait pas mieux que la Chine. Et que pour séparer ceux qu'on appelle les séparatistes, quand pendant 30 ans on les a parqués dans des cités, il ne faut quand même pas nous faire la leçon. Donc à partir d'un certain moment, il faut regarder les choses en face de ce point de vue-là. Alors, l'islam est en crise, premier point. Puis ensuite, il faut que l'on se rende compte qu'on a un problème avec l'influence extérieure. Parce que pendant longtemps, l'islam a été un islam consulaire, et l'influence extérieure, c'est le wahhabisme, un des plus grands amis de la France et de l'Europe quand il s'agit d'acheter des armes et quand il s'agit de financer certaines bases œuvres. Aucun problème avec ça. Mais enfin, c'est quand même le wahhabisme, le salafisme. Et alors là, on met tout le monde dans le même paquet. On ne fait même plus de différence. Dans la même phrase, on met wahhabisme, salafisme, frères musulmans, comme si c'était la même chose, comme si c'était la généralisation. On a des problèmes avec eux tous, mais pas de la même façon. Quand un wahhabite a de l'argent, c'est même pas un islamiste, c'est un copain, c'est un allié, c'est un financeur. Donc ça, on le connaît, ce discours, on l'a déjà tenu. Et puis, alors ensuite, après l'influence extérieure, on nous dit, et puis nous devons quand même prendre notre part de responsabilité. Nous avons créé des ghettos. La ghettoisation, on a parqué les gens au moment, parce que ça nous arrangeait, quand ils étaient du même statut social, c'est-à-dire modestes. Blancs, noirs, arabes, c'était pas très très important, ils étaient modestes, ils étaient des laissés pour compte de la réussite sociale, et puis à côté de ceci, ben, ils étaient de la même religion et un peu de la même couleur. Donc on a créé des ghettos, et ça c'est une reconnaissance, c'est comme si c'est le moment de l'autocritique historique que nous a offert le président. Et puis dernier élément, et puis il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la blessure coloniale, c'est-à-dire dans l'histoire, il y a eu, la France était un pays colonial et tout ça. Et donc, en fait, on part de la religion, l'islam, puis ensuite les influences extérieures sur l'islam de France, puis ensuite les ghettos, puis ensuite la question coloniale. Tout cela est très beau, mais en fait, l'ordre est à l'envers. La présentation du président de la République aurait dû être à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le problème, l'islam qui est en crise, parce qu'on va y venir, on va reconnaître qu'il y a des questions. Mais le vrai problème qui se passe aujourd'hui en France, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, il y a effectivement ce traitement colonial qui a fait qu'à un moment donné, les autorités françaises, quand elles étaient en Algérie, quand elles étaient au Maroc, que ce soit liotait dans une façon plus habile de gagner les cœurs des Marocains, puisque c'était sa méthode, à la méthode en Algérie des généraux, des maréchaux, ou de ceux qui, de ce point de vue-là, étaient la pensée littéraire ou la pensée scientifique. Et puis pour ceci, il faut quand même lire. Il faut quand même lire ce que dit Flaubert, il faut quand même lire ce que dit Montesquieu, il faut quand même lire ce que dit Maupassant, ceux qui sont les belles lettres de notre... quoi, pensée des Lumières, enfin les enfants de la pensée des Lumières. Eh bien ceux-là, qu'est-ce qu'ils pensaient des Arabes? Qu'est-ce qu'ils pensaient des musulmans? Eh bien, ils pensaient des musulmans et ils étaient la pensée, avec Renan d'ailleurs, la pensée scientifique de l'islam, de cette approche scientifique de l'islam. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient qu'en fait, l'un des plus grands obstacles à l'émergence, enfin quoi, de la lumière, c'était l'islam. Pour eux, en fait, l'islam des Lumières, c'est un oxymore. Si vous êtes musulman, des Lumières, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il faut qu'on vous civilise, parce que l'islam est un problème. Et donc, cette pensée coloniale qui, à un moment donné, faisait dire à ceux qui étaient les gestionnaires de la politique française dans les colonies, qu'en fait, la loi
de la métropole, la loi française, elle n'allait pas aux Arabes, elle n'allait pas aux musulmans, parce qu'ils sont peu civilisés, ils sont extrêmement émotionnels et un tout petit peu attardés. Mais là, je vous dis des mots, c'est encore pire ce que vous lisez. La plume de Flaubert, le littéraire, sur les Arabes est grave, est gravissime. La plume de Maupassant, elle l'est autant. Et la plume de Renan, c'est-à-dire, vous savez, quand vous entendez aujourd'hui Luc Ferry laisser entendre que quand on parle arabe, on n'est pas tout à fait disposé à la compréhension de l'esprit critique, Renan a dit la même chose, on n'a pas beaucoup évolué. Quand on dit aux musulmans évoluer un peu, on aimerait dire à nos intellectuels français, ben dis donc, ben, vous êtes... vous avez de la peine quand même, hein. Vous avez de la peine à considérer que l'arabe, le musulman, le noir, ils puissent débattre d'égal à égal. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, quand vous commencez dans le bon ordre, quand vous commencez par la fracture, la blessure coloniale, vous apercevez que ce qui sous-tend le non-dit du discours du président aujourd'hui et de beaucoup de l'élite française, il est l'enfant de la pensée coloniale. Il est cette idée que, attendez, il faut qu'on aide les musulmans à se structurer. Exactement le cinquième point du discours de Macron. Mais il faut qu'on les aide. Il faut tellement qu'on les aide que le processus démocratique avec eux ne convient pas, même pas dans leur mosquée. On va déterminer quels sont nos interlocuteurs et on va demander au CFCM de faire le travail pour nous et on va lui mettre la pression pour qu'il nous sorte ceux avec lesquels on peut discuter. Mais pour qu'ils nous sortent ceux avec lesquels on va discuter, on va dire au CFCM les prérequis de ceux qu'il faut qu'ils choisissent. Ça s'appelle la démocratie à la française pour les indigènes. C'était cela qu'on faisait dans les colonies. C'était ceci qu'on faisait. Donc quand vous reprenez les choses dans l'ordre et que vous dites non mais attendez, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles et sachez que s'il y a une chose qu'on va apporter avec notre présence en Europe, parce que nous sommes les enfants d'une histoire, c'est que nous allons y apporter notre mémoire critique aussi. Et notre mémoire critique, c'est de dire non. Ce que vous êtes en train de nous dire sur la laïcité en disant c'est une laïcité qui unit, non. Votre façon de parler de la laïcité est une façon séparatiste. Mais elle ne vient pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas née avec Keppel, que cite sans le nommer Macron. Non. Elle vient de loin. Elle vient de cette pensée qui consistait à dire que la laïcité telle qu'elle était appliquée en France métropolitaine ne convenait pas aux Arabes, ne convenait pas aux colonisés. Il fallait les contrôler, il fallait les accompagner, il fallait renforcer leur capacité à devenir intelligents. Les mêmes termes qu'aujourd'hui. Donc quand vous reprenez les choses dans l'ordre, ce n'est pas l'islam qui est en crise, c'est la répétition d'une idée que l'on se fait de l'islam que l'on a depuis 100 ans, 120 ans pour l'Algérie, et avant encore. Et donc recommençons à mettre les choses dans leur ordre, et puis les choses iront mieux. Oui, Karl Marx disait de Hegel qu'il avait dû mettre la pensée d'Hegel sur ses jambes parce qu'il marchait sur la tête. C'est un peu ça aujourd'hui dans le discours français, on marche sur la tête. On marche sur la tête, et ben nous, on va aider nos concitoyens. Comme ils veulent nous aider à nous émanciper, on va les aider à mieux penser. On va les aider à penser plus juste que l'histoire, plus juste que ce que l'histoire, en considérant ce que l'histoire nous enseigne et nous rappelle. Cette histoire qui, en l'occurrence, de la colonie, nous a amené, parce que quand même, je veux dire, cette idée que les Algériens, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs sénégalais qui étaient les tirailleurs de toute l'Afrique, qui étaient les Nord-Africains, ils sont venus, ils aimaient tellement la France qu'ils sont venus frapper à la porte de la France pour venir reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement on les a utilisés pour aller se faire tuer sur des champs de bataille d'une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, mais ensuite on les a fait venir comme travailleurs immigrés pour qu'on reconstruise la France, parce qu'on en avait besoin. Et qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Eh bien, ce qu'on avait fait dans les colonies. Parce que dans les colonies, qui était séparé de qui? Il y avait les quartiers des Blancs riches, puis le quartier des indigènes. Il y avait cette population qu'on exploitait sexuellement, qu'on exploitait financièrement, on était séparés. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait quand on les a menés en France? On les a séparés. Le terme que n'utilise pas le président Macron quand il parle de la ghettoisation,
c'est le seul terme qui est juste quand il l'utilise aujourd'hui par rapport à ce qu'il nous dit là aujourd'hui. À savoir, c'est pas que nous avons été hier séparés, c'est que dans votre tête, ceux qui étaient venus hier pour reconstruire la France n'étaient pas vraiment français. Comme ils n'étaient que sujets en France, ils n'étaient qu'immigrés quand ils sont venus. Et on en a fait des ghettos. Mais c'est le deuxième élément qui est le plus important, c'est comment de la pensée qui s'est construite en Afrique du Nord, on a pensé la présence de ceux qui venaient reconstruire la France. Et effectivement, il y a eu une économie parallèle, il y a eu un développement, disons, parallèle, il y a eu des écoles parallèles, il y a eu une gestion sécuritaire parallèle. Séparés, ils furent, séparés, ils demeurent, et aujourd'hui, on leur dit, cessez d'être séparatistes. Et quand tu dis, mais vous parlez de quoi? Ah, dit, mais de l'islam. Non, 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 non. C'est pas de l'islam. Le premier problème que vous avez mis, en fait, c'est le dernier dans la liste. Le premier problème, c'est comme vous avez colonisé, comme vous avez séparé, comme vous avez accueilli, comme vous avez rejeté cette population à l'extérieur, dans des cités, ou alors à l'intérieur, comme ça se fait en Angleterre ou aux États-Unis. Mais ce qui était le principe de votre pensée, c'est entre vous. Pourquoi? Parce que c'est entre nous. Nous, c'est pas vous. Vous, c'est vous. Et nous, ben nous, c'est la République. Et un jour viendra où, au nom de la République, il faudra que vous rentriez en nous. Mais selon nos critères, avec notre pensée. Et qu'est-ce qui est le problème? Eh ben, on le sait, le problème, c'est l'islam. C'est ce que vous êtes et comme vous êtes et d'où vous venez. Donc, premier élément qu'il faut mettre au-dessus de la liste du problème aujourd'hui, c'est cette ancienne pensée qui est une pensée coloniale avec des relents racistes et islamophobes. Le terme qu'on n'a jamais utilisé Macron, parce que petite pense-t-il, avec une autre de ses conseillères, Forest, que c'est les islamistes radicaux, frères musulmans, qui ont utilisé ce terme, alors que la littérature savante française a utilisé ce terme depuis la fin du 19e siècle. Mais enfin, on a la mémoire qu'on peut, le savoir qu'on veut, et la manipulation que l'on doit. Voilà, ça c'est le premier élément sur lequel on s'arrête, on dit, mais attendez, là on est quand même devant quelque chose qui est un tout petit peu problématique par rapport à ce discours-là, et puis qui nous amène, alors c'est l'islam le problème, finalement on essentialise le problème, non content de regarder avec un sens critique son histoire, non content de regarder la réalité d'un développement et d'une réalité sociale qui a marginalisé les gens, eh bien on en arrive à dire, et puis il y a les influences extérieures. Ça, c'était le troisième point, les influences extérieures. Non mais attendez, qui parle avec le gouvernement algérien? Qui aujourd'hui parle avec le gouvernement marocain? Qui parle avec le gouvernement tunisien? Mais qui parle avec les gouvernements? Les citoyens français de confession musulmane, les citoyens européens? Mais non, c'est le gouvernement. C'est même pire que ça, c'est que les gouvernements européens demandent au gouvernement des pays d'origine de faire un travail de sécurité et de contrôle. C'est ça la réalité. C'est qu'on le soumet les bonnes relations commerciales avec les pays d'origine, avec cette idée que les pays d'origine nous renseignent sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Un travail de sécurité, un travail de contrôle. Et après, on va faire des choix, on va sélectionner. Quand l'argent vient d'Arabie Saoudite, on va modérer les choses parce qu'il y a beaucoup d'argent. Les États du Golfe, beaucoup d'argent. Et puis on va faire très attention avec, il ne faut pas perturber trop nos relations avec la Turquie parce que quand même, alors on va mesurer ce que l'on va faire. Et puis après on va jouer, on va jouer à la compétition entre l'Algérie et le Maroc. Quand l'Algérie ne se tient pas bien, pour lui taper sur les doigts, on parle davantage avec le Maroc. Et puis quand le Maroc ne va pas exactement dans le même sens, on peut retourner voir du côté de l'Algérie. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle l'islam consulaire. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui nous dit citoyens français, soyez émancipés, soyez français, et on parle de vous avec des gens qui sont les responsables de la citoyenneté de vos parents et de vos arrière-grands-parents. Mais surtout, ne revenez pas avec la mémoire, puisque non, il faut vous parler que du présent, vous êtes français. Bon, ben si on est français, et si vous êtes notre gouvernement, ben vous nous parlez à nous, pas à eux. Et quand on parle de l'argent du financement, ben, quand l'argent vient des citoyens français, il faudrait quand même que vous puissiez nous parler à nous.
que vous puissiez faire ce travail-là. Ça paraît, je veux dire, c'est le minimum, mais ce n'est pas ce qui se passe. Alors, on a un discours, et puis on a une politique. Puis après, quand euh, un intellectuel ou un leader ou une femme ou un homme musulman vient dire ces choses-là, on dit ah attention, double discours. Non mais attendez, attendez, ça va, double discours, on vous connaît maintenant, on connaît les politiques. Je veux dire, pas simplement Sarkozy, Hollande, Macron, et puis tellement d'autres présidents auparavant. On a compris que vous aviez compris, mais il serait bien que vous compreniez qu'on a compris. On a compris De Gaulle qui disait je vous ai compris. Nous aussi on l'a compris. Nous aussi on sait qu'il avait promis l'indépendance. Vous vous souvenez, vous avez peut-être regardé l'émission sur France 2 sur la décolonisation quand il a promis l'indépendance à des pays pour ensuite utiliser leurs troupes pour aller libérer la France et finalement maintenir leur pays parce qu'il avait trompé et n'avait pas gardé sa promesse. C'est aussi ça De Gaulle. C'est aussi ça la France, mais pas simplement que la France. Si vous voulez qu'on fasse l'équilibre de tous les chefs d'État européens, de Churchill à tout ce qu'ont été les promesses jusqu'à Clinton, jusqu'à Obama, le président du Verbe, il est à l'Amérique ce que essaye d'être à la France le président Macron, un président du Verbe, qui a le verbe beau, mais pas forcément la bonne politique, et pas forcément une politique propre. Pas forcément une politique propre. Je vous rappelle qu'Obama, avec tout le prestige qu'on lui a donné, a eu une politique par rapport aux drones qui allaient tuer des innocents au Yémen 100 fois supérieure à ce que faisait son prédécesseur en termes de morts. C'est quand même impressionnant de se dire, voilà, je veux dire derrière les mots, quelles sont les politiques que l'on cache. Mais on n'est pas là pour ça. Je ne veux pas faire une longue digression, je veux revenir à mon sujet pour dire, voilà, on a la structure de ce discours qu'il faut inverser pour se dire, non, ce n'est pas l'islam qui est en crise partout. Nous, en tant que femmes, hommes de confession musulmane, oui, on sait les défis, on sait les crises. Et on doit travailler vraiment de l'intérieur. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine intervention dans une semaine sur l'islam. Et si l'islam était le problème? On va parler de l'intérieur de ces questions-là. J'aimerais bien que certains de ceux qui s'arrêtent sur Facebook arrêtent de considérer qu'une conférence se résume par son titre. Il se pourrait que le titre soit ce par quoi on vous appelle pour vous amener à réfléchir un tout petit peu différemment. Donc un tout petit peu de prudence dans vos jugements sur le contenu des conférences. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que si on remet les choses dans l'ordre, puis ensuite on continue et on regarde les 4 autres points qui ont été mis en évidence par le président Macron. Il parle du réveil laïque, du réveil républicain. Ça fait penser à ce groupe qui fonctionne comme une sorte de lobby transversal sur la gauche et la droite. C'est autant, comme on le sait, Marianne que Causeur ou des journaux d'extrême droite, le printemps républicain qui travaille et dont on sait qu'ils sont extrêmement forts à mobiliser leurs troupes sur les réseaux sociaux, à faire pression pour le printemps républicain. C'est cette idée de la laïcité transformée en une sorte de religion nouvelle de l'exclusion. Elle a l'appareil de la rationalité, la fonctionnalité d'une religion et le pouvoir clérical de l'excommunication. C'est-à-dire on sort les gens, on dit voilà, celui-ci n'est pas bon laïque parce qu'il ne pense pas comme nous. Donc ici, on sent bien qu'il y a une influence qui s'est faite sur le président de la République et ce réveil de la laïcité, le réveil républicain, quand vous voyez ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il faut renforcer la loi laïque. Alors, il faudrait qu'on se mette d'accord un jour. Pendant 30 ans, on nous a dit il faut que vous respectiez les lois. Eh bien, on respecte les lois. Mais qu'est-ce qu'on fait après 30 ans? Ben, on change les lois. Et on appelle ça comment? Renforcer la laïcité.
Non, c'est pas renforcer la laïcité, c'est utiliser la laïcité pour mieux contrôler des citoyens qui commencent à s'émanciper, à penser leur citoyenneté et leur religion comme étant totalement compatibles avec la pensée républicaine, avec le projet républicain. Et pas seulement, c'est-à-dire que c'est vrai au Niger, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Tous ceux que j'ai pu voir moi, pendant 20 ans qui développaient une pensée citoyenne dans tous ces pays-là, ils disent mais on n'a aucun problème. On n'a aucun problème. Alors pourquoi voulez-vous renforcer une laïcité dont on vous dit non à 99,99999% que nous n'avons aucun problème. Maintenant, si vous voulez aller chercher les 0,0001% de ceux qui ont un problème, ou alors de ceux qui sont les enfants de pays avec lesquels vous êtes accoquinés pour des questions financières et économiques et qui sont les produits d'une pensée littéraliste qui vous convient, parce qu'au fond, elle vous convient, cette pensée. Jamais la pensée salafi n'a été aussi utile qu'au discours aujourd'hui qui parle de séparatistes. Parce qu'en fait, ce sont des discours qui s'auto-alimentent. Ils s'auto-fécondent, en fait. Quelqu'un dit, si moi je suis musulman, je ne traite pas avec toi, et l'autre en face, il dit, eh ben, cette pensée-là, elle est une pensée que je dois combattre. Et comme je dois la combattre, je vais rester très flou sur ce que je combats. C'est pas tout à fait l'islam, mais ça reste quand même l'idée que l'islam est un problème et qu'il y a une crise. Aujourd'hui, 99,999% de tous ces musulmans qui vivent en Occident et dans les sociétés asiatiques et dans les sociétés africaines, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on applique cette laïcité. Donc, pourquoi voulez-vous renforcer la laïcité dont nous, aujourd'hui, nous vous disons, comme on vous l'a dit sous les colonies, il faut quand même savoir que ceux qui résistaient à la présence coloniale en France, comme Ben Badis par exemple, qu'est-ce qu'il a demandé à la France? Qu'est-ce qu'a demandé Ben Badis qu'on a traité de radical? Qu'on a traité de quoi? De séparatiste? Qu'on a traité d'islamiste politique? Qu'est-ce qu'il demandait, lui? Ce brave Ben Badis, paix à son âme. Il demandait à la France d'appliquer la laïcité en Algérie. Ah ben oui, il ne voulait pas une laïcité pour vous, une laïcité pour nous. Pour vous, la liberté et pour nous, le contrôle. Vous ne voulez pas nous donner la laïcité parce que vous voulez nous contrôler. Or, la laïcité, qu'est-ce qu'elle dit? Exactement ce qu'a dit le président Macron au début de son discours. La vraie laïcité, c'est vivre ensemble, dans le respect de la loi, ensemble, et à égalité. Ben, c'est ce qu'on veut. Mais c'est pas ce que vous voulez. Ce que vous êtes en train de dire en disant nous renforçons la laïcité, en fait, renforcer, c'est le mot, c'est la litote, c'est l'euphémisme pour dire contrôler, pour mieux vous contrôler. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut vous contrôler. Et donc, on va vous contrôler. Comment? Alors, on va, avec un appareil juridique, ajouter à cela. Et puis, c'est tellement vrai que, par exemple, regardez, quand vous êtes un citoyen, et nous, qu'est-ce qu'on a dit depuis longtemps? On a dit les vraies élections. Aujourd'hui, c'est les élections au niveau local. Il faut s'engager au niveau local, mais comme citoyen. Ce qui est totalement différent de ce que dit le président aujourd'hui, de ce que disent ceux qui le conseillent. En fait, il s'engage à la citoyenneté pour faire ce que l'État ne fait pas. Mais attendez, on est des citoyens comme les autres. On a le vote et on veut voter localement. Alors, comme on peut voter localement et qu'il se pourrait qu'on influence les maires, qu'est-ce que fait l'État? Eh bien, il va donner un pouvoir de décision au préfet au-dessus du maire pour que le vote n'ait pas d'influence sur le maire. En d'autres termes, ces nouveaux citoyens qui s'engageraient au niveau local pour être mieux représentés, eh bien, on va leur retirer le bénéfice de la capacité d'avoir une influence politique comme démocrate. La démocratie, ça ne va pas pour eux. Donc il faut qu'on ait au-dessus d'eux quelqu'un qui va décider, même contre leur avis majoritaire. Pour ne pas... Alors, quand les musulmans votent et peuvent gagner un vote, leur vote n'est pas un vote démocratique, c'est un vote de pression. En fait, ils font pression sur les maires. Quand toi, t'es citoyen français de confession musulmane qui t'engage sur ta localité, ton vote, c'est pas un vote démocratique majoritaire, c'est un vote de pression communautaire, séparatiste. Mais alors, le problème, j'ai bien aimé ce que disait un jour le conseiller de Erdogan.
au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui était un drame pour tous ces pays. Il disait, mais le problème, c'est pas de savoir si les musulmans euh, peuvent être démocrates ou si il y a une compatibilité entre l'islam et la démocratie. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est de savoir si c'est l'Occident accepte que les musulmans soient démocrates. Ça, c'est pour les pays majoritairement musulmans. Mais on est en train de se rendre compte que, attendez, vous allez voter pour un maire et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever certaines prérogatives aux maires pour pas qu'ils soient sous la pression de vos votes. Parce que quand vous votez, c'est de la pression. Quand nous, on vote, c'est l'émancipation par la participation civile de ce que c'est que la démocratie. Donc on va enlever un peu de démocratie là, parce que vous pourriez avoir du poids électoral. Donc comme vous avez un poids électoral, on va faire très simple, on va enlever de votre poids électoral le pouvoir sur lequel vous pourriez avoir un poids. Donc votre poids ne sert à rien, puisque en fait le poids que vous avez, il va être sur un homme, ou sur un poste, ou sur une position qui n'a pas de poids. C'est du poids sur du vide, puisque la décision va se prendre au-dessus. Voilà, un premier élément que vous voyez là, ça s'appelle le réveil républicain. Ça, voilà. Deuxième chose que l'on trouve la troisième, excusez-moi, ça c'est le troisième point, c'est, alors maintenant il y a un problème, c'est avec les associations. Alors maintenant on va se donner la possibilité de dissoudre les associations quand elles ne répondent pas à ce que sont nos façons de penser les valeurs de la République. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler leurs activités. Alors évidemment que nous, on a toujours dit, il y a des activités qui, de ce point de vue-là, quand elles sont en circuit fermé, loin de la participation, même à nous, ça nous pose un problème. Mais depuis quand l'État, le gouvernement va s'immiscer? Ils font ceci avec les orthodoxes juifs, ils font ceci avec les intégristes catholiques et avec les littératistes fondamentalistes protestants, ceux qui se séparent. Et on va le faire avec les musulmans. Donc on va surveiller certaines associations. Pourquoi? Au nom de quoi? Et puis ensuite, après, on nous dit, eh bien, on va aussi voir les subventions. D'accord. D'accord, alors voyons les subventions, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Les subventions pour tout le monde. Pas les subventions des associations de terrain, et on n'irait pas voir les subventions de ceux qui sont au sommet. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de politiques qui sont subventionnés ou qui ont de l'argent, ou même des fondations, ou même des associations, dont on pourrait se poser la question de savoir d'où vient l'argent. Donc, d'où vient l'argent? D'accord, mais alors pour tout le monde. Et de la même façon. Quelle que soit la classe sociale, quel que soit le statut, quel que soit le politique. Mais là, tout à coup, le tissu associatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va le structurer. Structurer, c'est encore un nouveau mot ou un autre mot, l'euphémisme pour dire contrôler. Donc, on contrôle, au nom du réveil républicain, on va changer la loi pour mieux vous contrôler. On va, de ce point de vue-là, renforcer la laïcité pour mieux vous contrôler, surveiller les associations pour mieux vous accompagner, pour mieux vous structurer et donc vous contrôler. Et puis ensuite, après, il y a l'école. Il y a l'école. Et dans l'école, on va faire un peu la même chose. Qu'est-ce qui va se passer avec l'école? On va, pour l'école, eh bien, considérer qu'est-ce que vous enseignez, qui enseigne, comment, etc. Surtout les écoles privées, parce que là, il faut qu'on aille voir qu'est-ce que l'on enseigne. J'espère que dans le même élan, on va faire la même chose pour les écoles privées, chrétiennes, juives, et puis d'autres dont on ne sait rien. Parce qu'il faut se poser la question, parce que c'est facile de stigmatiser un certain nombre d'écoles. Une école, effectivement, elle doit suivre le programme national. Et elle peut ajouter au programme national un certain nombre de cours qui concernent comme complémentaires. Ça, c'est la règle d'une école privée. Et donc, si on va regarder les subventions, il va falloir regarder les subventions, et puis ensuite on nous dit, après, eh bien, euh, il ne peut pas y avoir d'enseignement à la maison pour tout le monde. Et on va contrôler. Donc, vous refusez l'école à des personnes qui peuvent être, qui ont une pratique religieuse au nom d'une certaine conception de la laïcité. Et s'ils veulent s'éduquer différemment, eh bien, on considère que non, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que
on ne peut pas, au nom de certains projets qui pourraient être des dérives, commencer à mettre tout le monde dans le même paquet sans distinction. Attends, tout le monde. Les musulmans dans le même paquet. Mais on n'a pas un problème avec l'islam, on a un problème qu'avec certains. Mais on va prendre une décision pour tous, parce que ce que font certains jette la suspicion sur tous. Tous les musulmans s'entendent, pas les autres projets scolaires, pas les autres réalités que l'on voit. Donc ici, on a de nouveau, on va structurer, accompagner, vérifier, contrôler, toujours le mot contrôler, que l'on a derrière une quantité d'autres verbes qui sont de ce point de vue utilisés pour ne pas dire ce qu'il en est. Et puis, il y a également, avec ceci, ce qu'on nous dit, l'État doit respecter la séparation des pouvoirs en terre laïque. Sauf que quand même, après toutes ces années, il faut que nous aidions, l'État doit nous aider, il faut que nous aidions, entend-on, les musulmans à se structurer. Parce que qu'est-ce qu'on vous a dit au départ? L'islam est en crise. Et l'islam français, l'islam de France? Non, non. Le nouvel islam des Lumières, il faut qu'il dépasse la crise. Et comme il y avait hier une mission civilisatrice, il va y avoir aujourd'hui une mission émancipatrice. Hier civilisatrice, aujourd'hui émancipatrice. Et qui va vous aider? Eh bien nous, l'État. Mais l'État va respecter la laïcité. Alors il va faire ce qu'il avait déjà fait dans les colonies. On prend un certain nombre d'imams. On connaissait ça chez Staline d'ailleurs, les imams du pouvoir. Mais les Français, alors là, de ce point de vue-là, ils savaient faire le mapping de l'IET au Maroc, de ce qu'on a fait en Algérie, de ce qu'on a fait en Tunisie. Sous les colonies, qu'est-ce qu'on faisait? On recherchait ceux de ces imams qui étaient les plus malléables, ceux qui pouvaient même avoir un peu de problème, ceux qui n'avaient pas la conscience tranquille, ceux qui avaient des casseroles, comme on dit, ceux qui étaient malléables, ceux qui n'étaient pas courageux, ceux qui étaient ambitieux, ou ceux qui avaient des prétentions politiques. Ceux-ci, il fallait les identifier. Ils ne représentaient l'islam des Lumières que parce que, en fait, on les savait malléables, utilisables, corvéables, à merci parfois. Et donc on les utilisait. Ils étaient censés être ceux qui allaient représenter la politique et d'être nos interlocuteurs. Mais on connaît ça. Ça, c'est pas nouveau. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire en France, c'est nouveau. Je veux dire, Macron, non. Macron est un jeune président. Il n'a peut-être pas la mémoire de ce que ont fait ses ancêtres et ses aïeux en terre coloniale. Choisir les interlocuteurs pour une politique. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, toute l'Afrique noire, subsaharienne, au Tchad, en Algérie, au Maroc, on connaît, en Tunisie, en Égypte, pour l'Angleterre, le même parcours, la même chose. On choisit. Alors, on nous dit en France, oui, vous vivez une crise, on comprend, on compatit d'une certaine façon, on est condescendant, et on va vous aider à structurer. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les préfets? Mais ça, c'est la séparation du pouvoir. On a demandé à ce que on puisse identifier des interlocuteurs. Donc depuis le haut, on choisit des interlocuteurs, on les trouve pour développer un islam des Lumières. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on trouve une association, une structure qu'on avait vouée aux gémonies il y a quelques mois et qui va s'avérer utile pour faire le sale travail. Et le sale travail, c'est d'aider sous la pression de l'État. Mais l'État, non, respecte la laïcité. Il n'entre pas. C'est pas lui qui le fait, c'est le CFCM. Le CFCM, on l'a tellement ébranlé, on lui a tellement dit qu'il ne valait rien, on lui a tellement dit qu'on allait le remplacer, que pour qu'il reste, et qu'eux sentent qu'ils peuvent rester, ben, il faut à ce moment-là qu'on puisse l'utiliser. Avec l'accord de qui? Parce que le CFCM d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un petit virage du côté du Maroc, par hasard, au moment où le gouvernement français a quelques problèmes avec l'Algérie. Mais c'est par hasard. Le gouvernement français n'entre absolument pas dans ces considérations. Il prête avec ceux qui ont élu le CFCM. Les musulmans de France, dont si vous leur demandez qui est le président, comment ont été élus les représentants du CFCM, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'il y a un problème avec la démocratie. Les musulmans, de par leur compréhension du processus démocratique, sont un peu déficitaires. Donc on peut leur proposer une organisation par le haut.
Oui, et comme on a fait avec les préfets, on a enlevé le pouvoir au maire, c'est le préfet qui décidera. Là, on va demander au CFCM, à qui on n'a rien demandé, si ce n'est de répondre à la pression de l'État. Et on va structurer les musulmans de France. On va les structurer, on va les aider. Alors j'ai retenu les termes, identifier les interlocuteurs, structurer le dialogue, c'est-à-dire on choisit ceux qui sont autour de la table. Parce que si vous voulez structurer le dialogue entre les chrétiens, vous prenez les libéraux, vous prenez les réformes, la pensée réformiste, les littéralistes, ceux qui sont plus intégrés, enfin vous prenez le panel, parce que l'islam, le christianisme, le judaïsme, même le bouddhisme, c'est tout ça. Vous ne décidez pas du haut de votre grandeur de pouvoir d'État et au nom de la laïcité qui a le droit de s'asseoir à votre table, sauf si vous êtes plus laïque, sauf si vous devenez un État de contrôle. Et là, on va vous dire, on va structurer, on va structurer le dialogue. Changer le mot, contrôler. Eh bien, quand vous entendez ce propos-là et puis que vous vous rendez compte qu'en fait on est dans l'ère du contrôle, en fait ce qui structure ce discours-là, la toile de fond, c'est tout ce qu'on a fait par rapport à la question de l'islam. Créer le problème, entretenir la peur, alimenter le sentiment de l'aliénation et de la séparation économique, géographique, culturelle et religieuse. Ça, c'est pardon, excusez-moi, c'est entretenu depuis 30 ans. Mais non, c'est entretenu depuis la colonisation et c'est venu quand on s'est rendu compte qu'il y avait une grande population, des millions de Français maintenant de confession musulmane. Et donc, cette toile de fond, elle est là. Et donc, ce qu'il faut faire, entretenir la peur, proposer la sécurité, imposer le contrôle. Voilà ce à quoi nous sommes maintenant. Et vous comprenez bien que ce discours-là, on n'aime pas l'entendre. Je veux dire que ce que je peux dire, mais je suis de loin pas le seul. On est beaucoup d'intellectuels européens, occidentaux de confession musulmane à dire ceci, mais ça on n'aime pas l'entendre. Donc ce discours-là que je suis en train de vous tenir, il n'est absolument pas séparatiste. Il est plus universaliste que l'universalisme républicain, en disant mais attendez, mais on est membre de la République, on est français, on est suisse, on est européen. On n'a aucun problème avec ça. Arrêtez de nous dire au nom de votre universalisme qu'on est à l'extérieur. Parce que alors, votre universalisme est exclusiviste. C'est une contradiction dans les termes. Mais la contradiction dans les termes de cet universalisme exclusiviste, c'est déjà ce qu'on a dans ceux des Lumières. Parce que l'islam des Lumières et l'ère de Lumière, c'est qui? C'est Voltaire, l'antisémite. C'est Montesquieu qui dit de l'islam ce qu'il dit en pensant que c'était une religion qui n'avait fait que suivre la nature du climat pour déterminer ses interdits, qui était finalement une religion de peu de civilisation. C'est ça que vous êtes en train de nous présenter comme les Lumières, la pensée rationaliste, qui serait, parce que rationaliste, non raciste. Alors parlons de votre rationaliste préféré, Renan, de ce qu'il dit de l'islam et de ce qu'il dit de l'arabe, de la langue arabe. Parce que la langue arabe, par définition, n'a pas le génie de la langue française, donc elle ne peut pas penser. Mais bien sûr, mais bien sûr qu'elle ne peut pas penser. Sauf que, c'est ce que je rappelais à Luc Ferry récemment, sauf que sans les Arabes, sans la langue arabe, et les penseurs musulmans, et Ibn Khaldoun que cite Macron, eh ben, quelle sociologie pour la France? Quelle sociologie pour l'Europe? Quelle pensée de l'histoire? Quelle pensée de la philosophie? Qui connaîtrait Aristote? Qui connaîtrait la pensée? Comment est-ce que ceci serait venu? Le rationalisme, la renaissance, et ça, je l'en redis ceci aussi à un élu français, mais la courtoisie, l'art de l'amour, lisez Denis de Rougemont, eh bien ça vient d'où? La courtoisie. La courtoisie est la littérature courtoise. Eh bien oui, c'est dur, hein. C'est encore les Arabes, et c'est encore les musulmans. Ceux dont on a dit jusqu'à
très récemment, comme les Maupassant ou les Flaubert ou autres, que dans ces pays majoritairement musulmans, c'était la permissivité, c'était la luxure, alors que nous, on était civilisés, il y a des choses qui ne se faisaient pas en Europe. Le contraire du discours qu'on tient aujourd'hui. On a une capacité à renverser les discours en l'espace de 100 ans avec toujours le même objectif. On dit l'opposé, mais avec toujours le même objectif. C'est créer l'altérité de l'autre que l'on ne veut pas, celui que l'on estime peu, celui que l'on ne reconnaît pas. Ceci, on le connaît, c'est pas nouveau. Et donc, on ne va pas nous refaire l'histoire, il faut s'armer de ce point de vue-là. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer pour terminer cette intervention, qui est une intervention qui peut paraître vive, mais qui est sereine, en fait. Elle est sereine, cette intervention, parce que on a compris, on sent le contexte, on voit bien, alors les élections approchent, il faut radicaliser son propos, et le président, comme beaucoup dans la classe politique française, radicalise parce qu'ils comprennent que dans la radicalité, ils polarisent, dans la polarisation, ils peuvent diaboliser l'extrême droite, normaliser son discours et gagner les prochaines élections. On connaît le processus, ça fait des années que tout cela dure. Maintenant qu'on a dit cela, la responsabilité qui est la nôtre, et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter au moment de ma conclusion. D'abord, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, et c'est vrai que vous voyez bien que là, euh, il faut convoquer la mémoire, il faut convoquer la compréhension, il faut convoquer une réflexion profonde sur cette histoire qui est la nôtre. Nous sommes maintenant européens, occidentaux, américains, canadiens, européens, australiens. C'est notre vie, notre destin, et nous l'assumons, nous le revendiquons, et nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui doit être construite et à construire. Une fois qu'on a dit ça, la compréhension du paysage, elle nous demande de comprendre trois types de paroles aujourd'hui. Le premier type de parole qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la parole scientifique. Parce qu'en plus, on va créer aujourd'hui un institut scientifique d'islamologie. Là aussi, qui va enseigner? Enfin, ça sera sans doute la réconciliation de la France avec l'orientalisme condescendant, ou alors avec cette nouvelle catégorie de penseurs musulmans qui sont des orientalistes eux-mêmes. Ça, c'est nouveau. Comme on a des citoyens étrangers, c'est nouveau, maintenant on a des penseurs musulmans orientalistes, c'est-à-dire ils sont musulmans, mais ils pensent comme des orientalistes, doublement aliénés ils sont, et ils sont très bien. Ils sont formatés à l'emploi, c'est-à-dire parle avec légitimité de l'islam puisque tu es musulman, mais parle-en légitimement comme un orientaliste qui parle comme nous. Donc, sois qui tu es et dis ce que nous voulons que tu dises, scientifiquement. Avec science, il faut que ce soit du savoir, de la rationalité, on appellera ça des lumières. D'accord. D'accord, sauf que le problème que l'on a avec beaucoup de vos lumières, c'est que nos lumières, vous ne les connaissez pas. Notre histoire, vous ne la connaissez pas. Vous êtes ignorant de la pensée, de la richesse de la pensée et de la civilisation musulmane, mais sur tous les plans. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement théologico-légal. C'est la philosophie, c'est la médecine, c'est la science. C'est cette pensée, c'est la sociologie. C'est une pensée qui est profonde et qui est historiquement liée. Et donc, de ce point de vue, la pensée scientifique, c'est ces pseudo-spécialistes, orientalistes, de l'intérieur ou de l'extérieur. Et aujourd'hui, il va falloir s'armer intellectuellement pour qu'on ait des femmes et des hommes, des universitaires, mais qui aient le courage de ce qu'ils sont, qui aient le courage qu'il faut arrêter pour avoir un poste de répéter ce qu'on vous dit. Je veux dire, moi, j'ai enseigné pendant des années
au lycée et à des jeunes en leur disant mais arrêtez de préparer vos examens. Je disais ceci aussi aux universitaires, arrêtez de préparer vos examens en pensant à la note. Pourquoi? Parce que quand vous pensez à la note, vous allez dire ce que le prof veut que vous disiez pour avoir cette bonne note. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de son indépendance intellectuelle, et si au lieu d'avoir 18, vous avez 15, ou si vous avez juste la moyenne, il vaut mieux passer avec juste la moyenne en étant un penseur libre que d'avoir 20 ou 18 sur 20 en ayant dit ce que le prof a dit parce que vous n'avez pensé qu'au fait qu'ils allaient vous évaluer. Si votre succès se réduit à l'évaluation que l'on vous donne pour votre succès, vous êtes les serviteurs de l'évaluation, non pas les acquéreurs d'un savoir émancipateur. C'est pas possible ça. Je vois beaucoup trop d'étudiants, ils veulent réussir et finalement je veux dire, ils étaient, quand je les vois avant même le bac ou avant l'université, ils sont solides intellectuellement, puis ensuite ils sont complètement aplatis, ils répètent ce qu'on leur dit. Il faut réussir, il faut un poste. Je vais finir dans la nouvelle université comme un scientifique reconnu par l'État. À un moment donné, il faut se faire reconnaître par ses compétences dans l'indépendance que l'on a de penser. Et au bout du compte, on y arrive. On y arrive. Mais il faut maintenant comprendre que la parole scientifique, il va falloir la contester scientifiquement avec le courage de l'intelligence. Parce qu'il y a le courage de l'intelligence. À un moment donné, ben voilà, il faut pouvoir penser librement. La deuxième des choses, la deuxième parole, c'est la parole médiatique. Et la parole médiatique, vous savez, j'ai toujours défendu, et depuis longtemps, les lanceurs d'alerte. Et il faut des lanceurs d'alerte, il faut continuer, il faut soutenir Assange, il faut soutenir Snowden, il faut soutenir toutes ces personnes qui, de ce point de vue, se sont battues. Donc il faut les soutenir. Maintenant, il y a d'autres types de personnes qui interviennent dans les médias, et je les ai appelés les agitateurs anesthésiens. Souvenez-vous de cette formule. Ce sont ceux qui viennent sur les plateaux et qui vous agitent, qui créent la controverse. Ils sont là, alors vous en connaissez, je veux dire, c'est pas simplement Zemmour, c'est les Fourest, c'est les Razoui, mais il y en a plein, il y en a plein, c'est les animateurs comme Pro ou autres, tout cela. Ils agitent. Et même pour ceux qui auraient une pensée plutôt intéressés en France par Hanouna et qui le suivent et qui ne voient pas le jeu qu'il y a dans ces plateaux soi-disant ouverts où la controverse s'installe. Et on agite, et on agite, et on agite. Ce dont vous ne vous rendez pas compte dans l'agitation, et vous devriez vous en rendre compte parce que moi je le vois même sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, je veux dire, vous mettez un de ces noms sur Facebook, vous avez une avalanche de likes, de commentaires. Je veux dire, vous êtes entraînés par l'agitation qu'ils entretiennent. Vous êtes dans ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Vous ne vous en rendez pas compte. La capacité à agiter l'intelligence par des mots qui reviennent en boucle, sur le long terme, normalise ces mots, les installe dans le paysage. Et l'agitation émotionnelle est un anesthésiant intellectuel. Agitateur, anesthésiant. Je vais te parler de ça et je vais créer la controverse. Tu vas répondre et tout ça. Dans ta réponse, dans la controverse, dans le bruit, les mots sont là, le paysage s'installe, ton intelligence perd de sa capacité à la vigilance, on t'a agité émotionnellement, on t'a endormi intellectuellement, le paysage s'est installé. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis 30 ans. Et c'est ce que je dis, les agitateurs. On dit, quand les gens disent, oui, on est contre l'extrême droite, Le Pen, tout ça. C'est ce que j'avais dit en 2012. Rappelez-vous, je l'avais dit en 2012. C'est dans le débat Sarkozy-Hollande, j'avais dit, le seul gagnant de ce débat-là, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Et aujourd'hui, là, les thèmes qu'on voit dans tout ce que je viens de vous dire, c'est qui disait cela? Mais je vous dis, au risque de vous étonner, que malheureusement, Marine Le Pen a raison de dire que c'est elle qui a dit la première, et son père avant elle, ce qu'aujourd'hui disent dans la normalité ceux qui aujourd'hui, au gré d'agitateurs médiatiques, ont anesthésié notre intelligence.
Et à un moment donné, on agite votre émotion, on agite votre réactivité et on installe dans la normalité un certain nombre de vocabulaires, un certain nombre de choses. Et finalement, ben, regardez comment maintenant c'est constitué, tout ce qui a été à un moment donné euh, Charlie, je suis Charlie, donc maintenant il faut l'être. Mais attendez, je veux dire non, je suis désolé. Je ne serais pas Charlie en descendant dans la rue à côté du dictateur d'une république africaine ou du premier ministre israélien, etc. C'est eux, Charlie. C'est eux qui vont nous enseigner la liberté de penser. Eux, ceux dont les prisons sont pleines et qui répriment. Et là, ça se normalise. C'est comme si la bataille était gagnée. Eh bien non, il faut rester de ce point de vue-là intellectuellement éveillé. Et donc, il faut faire attention à cette parole médiatique qui s'installe. Et par rapport à cela, au lieu de tomber dans le piège d'aller dans ces débats, je pense effectivement qu'il y a des gens avec lesquels il ne faut même plus débattre. Il faut trouver des espaces parallèles. Il ne faut pas perdre son temps. Parce qu'en fait, vous y allez, vous pensez gagner le débat dans l'agitation, mais en fait, vous n'avez pas gagné le débat dans l'agitation. Vous avez juste permis que par l'agitation du débat, d'autres intelligences s'endorment. Vous avez perdu en fait. Vous avez peut-être gagné sur 1 heure, vous avez perdu sur 10 ans. Et donc à un moment donné, il faut vraiment, de ce point de vue-là, c'est pour ça que certains sont là, oui, on aimerait que tu reviennes sur les plateaux. Vous n'avez rien compris. C'est pas ça. Le but même pour moi, il y a 10 ans, il y a 5 ans, le but, c'était pas de venir sur les plateaux pour pouvoir... Non, c'était pour faire passer une parole. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a certaines émissions, il ne faut plus y aller. Il faut choisir son lieu. Il faut peut-être maintenant dans les réseaux, faut créer nos espaces. Il faut créer nos espaces de débat. Il faut réintégrer, reconstruire des espaces de débat. C'est à nous de les faire. Et c'est des débats de proximité, c'est pas cette espèce de... Parce qu'en plus, eux, là, maintenant, ils fonctionnent avec les publicités, c'est tenu par des milliardaires, et puis eux, ils sont pas pour la liberté d'expression, tout ça, les Bolloré qui tiennent toutes ces maisons d'édition, ici, la mienne, là où je truc, la découverte, le machin, tout ça, ils les tiennent, et ils vous laissent penser, oui, allez, vous pouvez penser alternativement, et ben, vous pouvez penser en dérangeant un peu, mais pas trop. Enfin, déranger, comme je vous l'ai dit déjà, déranger pour nous arranger, parce que votre dérangement est arrangeant, parce que ça donne l'impression qu'on est démocrate. Bon, cela, de ce point de vue-là, il faut que nous comprenions que nous devons développer nos espaces de dialogue, des espaces de dialogue où nous discutons avec des femmes et des hommes qui sont prêts à discuter, à nous contredire, à nous contester, à dire ce qu'ils veulent sur l'islam. On est prêt. On est prêt. Sur l'islam, sur nous, sur nos origines, sur la crise que nous vivons. Allons-y. Dans le respect, dans la construction et loin de l'émotion. Nous ouvrons des espaces pour tout le monde et on va les mettre publics pour tout le monde. Venez écouter ce qu'on a à dire. Donc de ce point de vue, il faut aussi le comprendre. Et puis il y a la parole politique. C'est devenu une parole politique de contrôle. Puis il faut faire attention parce que certains ont compris qu'aujourd'hui, il y a des forces vives dans la jeunesse française. Et la jeunesse française de confession musulmane peut jouer un rôle. Donc il faut faire aussi attention à ceux qui instrumentalisent. Ils sont hyper laïcs, mais ils comprennent qu'ils doivent quand même composer avec les musulmans. Alors on leur fait des petites... oui, on dira, on est contre l'islamophobie. Mais d'un autre côté, après, quand on commence à discuter sur le fond, on s'aperçoit que sur le fond, ils ne sont pas très en désaccord avec ce qu'on dit de la réalité, de l'islam. Vous vous apercevez qu'en fait, nous ne sommes, ou les Français de confession musulmane, ou les Européens de confession musulmane, ne sont que le terreau des élections qui viennent. C'est aussi une instrumentalisation. Et parmi eux, les islamo-gauchistes, ou ceux qui sont à gauche, ou ceux qui, moi, j'ai pu rencontrer aussi sur le terrain, ils n'étaient les amis que de ceux qui me suivaient. Et quand ils ont pensé que plus personne ne me suivait, ben, t'es plus notre ami. Quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils puissent dire de ce point de vue-là, parce que si effectivement ils étaient les amis d'un homme, c'est pas de ça dont il était question, c'est on est les amis d'une pensée, on est les défenseurs d'un projet ensemble, et on se rend compte de ce qui, de ce point de vue-là, se joue dans ce pays-là. Donc ces trois paroles, la parole scientifique, la parole
médiatique, la parole politique, il faut s'armer intellectuellement, et il faut que je rajoute bien, hein, s'armer intellectuellement, s'armer psychologiquement, s'armer professionnellement, s'armer politiquement et socialement pour pouvoir, de ce point de vue-là, relever ces défis-là. Ça, c'est une chose que nous avons à faire tous, où que nous soyons, que ce soit dans les pays africains, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Asie. Après ceci, et ça m'amène à ma conclusion cette fois-ci, c'est de comprendre qu'il ne suffit pas de dire stop à ce discours-là, non à l'islamophobie. D'accord, ok. Une fois qu'on a dit stop, bon stop, ouais. Mais le but justement, c'est que c'est toute une politique. Tu peux dire stop, mais la voiture roule. Tu peux dire non, d'accord, mais c'est pas ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'arrêter ou arrêter de se positionner contre stop, non. Et à un moment de dire, bon, ben, c'est quoi votre proposition? Quelle force de proposition êtes-vous? Et la force de proposition, elle va dépasser le caractère insuffisant de dire stop ou de dire on n'est pas d'accord. Et cette force de proposition, elle a trois axes sur lesquels, au gré de nos conférences, de nos interventions, j'y reviendrai d'ailleurs dans la prochaine conférence de vendredi sur et si l'islam était un problème dans une semaine, c'est effectivement de faire ce travail de l'intérieur. Premier élément, la première réalité sur laquelle nous devons nous arrêter, c'est celle de la confiance en soi. La confiance en soi, à un moment donné, c'est d'arrêter de se projeter dans le discours et politique et scientifique et médiatique. Qui je suis? Quelle est mon histoire? Quelle est l'histoire de ma famille? Quelle est l'histoire de ma civilisation, de mon pays d'origine, de mon propre pays ici? C'est-à-dire, la confiance en soi, elle est un supplément d'âme par un supplément de connaissances et s'armer psychologiquement, intellectuellement et spirituellement. Et pour ceux qui sont croyants et pratiquement religieusement, avoir confiance en ces valeurs, ne pas se laisser ébranler par des discours de gens qui comprennent pas ou qui ne savent pas ou qui disent n'importe quoi. N'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Et puis ils sont présentés comme des philosophes. Vous entendez, attends, le philosophe, Luc Ferry, le philosophe euh, euh, j'ai oublié, Onfray, philosophe. Et quand vous lisez ce qu'ils écrivent, mais sur le fait religieux, vous dites, attendez, non. D'abord, philosophe, vous êtes plutôt des enseignants de philosophie, vous expliquez les philosophies, mais de développer une philosophie, ça, on pourrait déjà en discuter. Mais en plus de cela, je veux dire, ce qu'ils racontent sur les sujets qu'ils abordent, bon, ils n'ont de connaissances que dans la mesure de l'ignorance de ceux qui les écoutent. Sur ces sujets-là, j'entends. Bon, il y en a d'autres aussi, mais sur ces sujets-là. Et donc, là, il faut faire ce travail-là. Il faut assumer sa spiritualité, assumer sa foi, assumer sa pratique, assumer sa pratique, assumer sa pratique. Et cette confiance en soi, c'est la première réponse. Je suis, de là je viens, et c'est là où je vais. Où? Ici. Ici, c'est où? C'est chez moi. Avec qui? Avec vous. Vous, c'est qui? C'est nous. Voilà, c'est clair. Voilà la voie, voilà comment nous nous situons. Deuxième des choses, c'est aussi la connaissance de l'environnement dans lequel nous sommes. On ne peut pas se dire européen, se dire français, belge, suisse, anglais ou américain ou canadien ou australien sans une connaissance de cet environnement-là. Et cet environnement-là, il est aussi, ça veut dire qu'il faut cette connaissance, elle est liée aussi de ce qui, contrairement à de ce qu'on nous dit, c'est votre religion qui est en crise, il faut aussi étudier la crise de l'environnement dans lequel on est et de bien comprendre que cette crise, elle est sociale, elle est historique, elle est même psychologique. Il y a une vraie crise dans la conscience européenne. Alors plutôt que de la voir en face, on va la rejeter sur les autres. Et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que, comme je le disais, la confiance en soi ne vient pas du fait qu'on nie nos propres crises, nos propres tensions dans le monde musulman, et j'y reviendrai. On a un vrai problème, on a des problèmes à régler, mais avec confiance, pas sous l'imposition de ceux qui nous parlent. Et puis donc, ce que je disais sur l'Europe, la France, sur les forces politiques, c'est-à-dire comment se jouent les forces politiques, comment fonctionnent même
ces réalités, ceux qui vous disent «Ah, mais la gauche est toujours plus proche des musulmans et de ceux qui sont pauvres sur le terrain». Mais tu parles. Je veux dire, la gauche aujourd'hui, même l'extrême gauche, qui est censée être représentante, est-ce qu'ils connaissent vraiment les populations qu'ils disent représenter? Une certaine partie des populations, certainement, mais une population qui est exclue culturellement, elle fait partie de l'exclusion sociale, qui est sujette à un racisme sur une considération qui est une considération historique, morale et religieuse. Dans la structure de la pensée de l'extrême gauche pour laquelle, ou pour certains de laquelle le religieux est un problème, c'est intégré ou c'est pas intégré? Ils sont où dans le paysage politique? Ça aussi, il faut se faire ce travail-là, sous peine de se tromper d'allié, parce que certains vous tapent dans le dos, parce qu'ils pensent que vous êtes le dernier refuge à leur disparition politique. Eh oui, c'est-à-dire en sympathisant avec vos frustrations, ils espèrent que vous développerez une présence politique qui les sauvera du naufrage, de la disparition. Donc ça aussi, il faut s'en rendre compte. Et puis, dernier élément, c'est de nous considérer avec tout ceci notre rôle, c'est-à-dire notre force de proposition. Qu'est-ce que nous pouvons apporter aujourd'hui? Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes une force de réconciliation avec les pays dans lesquels nous vivons entre leurs principes et ce qui est fait. Nous devons développer une véritable réflexion sur l'éducation que nous voulons aujourd'hui. Oui, une vraie réflexion sur l'éducation. L'école ne nous donne pas tout, elle nous instruit et ne nous éduque pas forcément. Et si l'école était la panacée, ça se saurait. Hein. D'ailleurs, même dans les classements internationaux, l'école française ou l'école francophone et la langue française, c'est un problème. Donc, la capacité à cette éducation-là, la conscientisation humaine, sociale et politique, être capable aujourd'hui, à partir de l'Europe, de dire attendez, nous on vient de quelque part aussi, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que notre mémoire de 100 ans, elle sait ce que c'est que d'avoir été soit un esclave, ou d'avoir été exploité, ou de voir la misère, et que jamais notre citoyenneté française, ou belge, ou suisse, ou européenne, n'aura raison de notre humanité. Avant que je sois le frère de mon citoyen ou de mon concitoyen, je suis le frère de mon frère humain. Et donc, Lesbos, ou ce qui se passe en mer Méditerranée, ou ce qu'ont fait des migrants, ou ces personnes qui vivent aujourd'hui comme des personnes exclues, je n'ai pas la fibre humaine que pour les miens citoyennement. J'ai la fibre humaine pour les miens humainement. C'est l'humanité d'abord. Et si, dans les pays privilégiés, dans les pays qui sont riches, je dois le dire et me battre, ce sera ma plus grande contribution. Rien n'est pire dans une société industrialisée qu'une pensée citoyenne qui met le citoyen avant l'humanité. Rien n'est pire que ça, parce que ça devient une pensée nationaliste et qui peut sombrer dans le racisme. Laisser penser qu'un noir qui meurt en mer Méditerranée vaut moins humainement que mon concitoyen qui est tué ou qui meurt de faim ou qui vit une violence en France, c'est le premier indice d'une pensée déshumanisante et raciste. Et ça, c'est notre contribution. Parce qu'on a une peau un peu basanée, parce qu'on est noir, parce qu'on vient de là-bas. Ben là-bas, c'est chez moi. Et chez moi, c'est ici. Et ici, c'est comme là-bas. Et là-bas, c'est ici. Voilà notre pensée, voilà notre rapport, voilà ce qu'on va amener aussi à cette pensée-là, au pays dans lesquels nous vivons, avec un peu de courage, avec un peu de courage. Et encore une fois, qu'on vous salue quand vous êtes artiste ou quand vous êtes sportif et on oublie le sens de cette contribution intellectuelle, sociale, politique, spirituelle et aussi religieuse, parce que l'islam, dans sa compréhension la plus profonde, dans son histoire, dans sa richesse, est aussi une chance pour l'Occident. Et tant que l'Occident ne l'aura pas compris, on ne nous aura pas compris. Ça, on l'a compris, et bien on va se faire comprendre. Voilà, je m'arrête là pour cette plus longue intervention que celle que je voulais faire au départ. J'imaginais que j'allais faire
20, 25, 30 minutes. C'est plus long. Je vais prendre 3 ou 4 questions si vous en avez, ou maximum 5 questions, et puis on s'arrêtera là. Il n'y a pas de questions? On me dit qu'il n'y a pas de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Alors, juste une chose, puisque bah, il y a quand même un certain nombre de questions. Voilà, une question qu'on me donne là maintenant. La foi fait-elle apparaître un groupe qui soit supérieur à la citoyenneté? Non, ça n'a rien à voir avec le fait de la citoyenneté. La foi, un acte de foi, la vie de la foi, c'est d'abord quelque chose effectivement qui est intime et privé et qui nous donne une vision du monde, qui nous donne un regard sur le monde avec des principes. Et de ce point de vue, elle ne s'oppose pas, elle n'est pas supérieure. Elle nourrit l'action de la citoyenneté. La citoyenneté, elle a un sens. C'est je vis ici, dans les lois de ce pays, je respecte les lois de mon pays, je respecte les lois de ce pays, point. Ça, c'est ma citoyenneté. Ma foi, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est de ne pas, justement, ma foi, elle va encourager ma compréhension citoyenne au sens où elle va me donner de l'énergie à développer mes principes, mon engagement et à respecter de ce point de vue-là ben, les lois de mon pays. Donc elle est, si vous voulez, une sorte de lumière, de, de, d'énergie qui vient de mon cœur et qui va vers mon esprit pour que de ce point de vue-là, je puisse vivre ma citoyenneté de façon apaisée et cohérente. Donc la foi n'est pas supérieure, elle est un état de mon cœur qui permet une meilleure réalisation de mon statut. Voilà, je répète, la foi est un état de mon cœur qui permet la meilleure euh, réalisation de mon statut de citoyen. Et ceux qui ont foi en d'autres choses que Dieu, eh bien, ça leur permettra. Et puis voilà, donc de ce point de vue, on peut effectivement avoir une foi ou ne pas en avoir, ou en avoir une foi en l'homme ou en autre chose, mais la foi en Dieu, elle est un supplément d'âme à la réalisation d'une citoyenneté respectant les lois collectives et les lois communes. Voilà, je pense que j'ai été trop long, mais je vois que vous avez quand même suivi depuis de là où je vois que vous avez pu suivre. Si vous aviez des questions après coup, de toute façon, 3 choses. Vendredi prochain à 20h30, il y aura une intervention sur le sujet "Et si l'islam était un problème?" avec un sous-titre qui est important, c'est "Les musulmans face aux défis contemporains". Et là, c'est vraiment une réflexion de l'intérieur. Et je vous demande de ne pas vous arrêter au titre, mais de comprendre combien le titre est révélateur d'une réflexion qu'il faut que nous ayons. Donc ça, c'est ce que nous traiterons vendredi dans 8 jours. Deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est-à-dire que effectivement je ferai plus régulièrement et de façon plus courte, mais là le sujet était important, des interventions sur des sujets contemporains d'actualité. Et puis il y en a beaucoup qui nous posent des questions. Je sais que ceux qui nous écoutent d'Afrique et ceux qui nous écoutent d'Europe, vous savez que le centre Shifa est aujourd'hui lancé. On a eu beaucoup de premières inscriptions. Euh, les présentiels, je crois que c'est bientôt clôturé. S'il y en a que ça intéresse, il faut vite vous manifester parce que là, on est au bout pour les distanciels et en particulier pour nos sœurs et nos frères d'Afrique. Eh bien, nous espérons
que vous allez vous manifester encore davantage. On a beaucoup d'Europe, on en a moins d'Afrique. Et encore une fois, je vous le dis, on trouvera toujours une solution. La question financière n'est pas la question prioritaire. On a ajouté à ce cours quelque chose qui est aussi intéressant. Avec tous les modules, on a un enseignant de l'arabe du Coran, c'est-à-dire que ce n'est pas l'apprentissage de la langue arabe. Alors vous voyez qu'on est loin du débat contemporain là maintenant sur où est-ce qu'il faut enseigner l'arabe, mais nous ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a beaucoup de musulmanes et de musulmans, soit qui sont nés musulmans, soit qui sont convertis, qui n'arrivent pas à avoir accès au texte directement. Et donc en 3 ans, ce que l'on veut, c'est pouvoir déchiffrer, commencer à lire, apprendre le vocabulaire de base, 500 mots, puis 750 mots, des mots du Coran, donc pouvoir comprendre, et terminer la 3e année avec la capacité de psalmodier le Coran en le comprenant. Et quand on l'écoute, de le comprendre. Ça, ce sont des cours qu'on va ajouter à l'offre qui fera partie du package de ceux qui seront inscrits en présentiel et en distanciel. Et encore une fois, vous pourrez écouter ces leçons. Il y aura 2 heures par semaine, 3 semaines par mois. Et pendant tout le processus éducatif, ça permettra à quelqu'un qui commence maintenant, dans 3 ans, d'être capable de psalmodier le Coran et d'en comprendre le sens, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Donc, et avec tous les autres cours qui sont, il y a plus de 150 cours avec des modules, etc. Donc voilà, c'est pour ceux qui ça peut intéresser, eh bien rendez-vous sur www.shifacentre.org ou sur la page Shifa de Facebook. Euh, et puis inscrivez-vous si cela vous intéresse. Quant à je répondrai à cette question en terminant. Effectivement, il y a une dernière question qui me vient. Euh, Encore une fois, j'ai vu des remarques concernant ce qui est en train de se passer, les affaires, ce qu'on dit. Moi, je ne réponds pas à ces questions-là. J'aimerais juste dire à ceux qui viennent et qui se sentent obligés de faire des remarques désobligeantes, mais s'il vous plaît, passez votre chemin. Vous avez autre chose à faire et moi aussi. Et je ne réponds pas ni aux insultes, ni aux rumeurs, ni aux propos qui pourraient être même de ce point de vue-là sanctionnés par la loi. Certains tiennent des propos qui peuvent être sanctionnés par la loi et ils pensent que leur anonymat les protège. Ben, vous êtes peut-être protégé de mon jugement, mais vous n'êtes pas protégé de votre propre indignité. Donc je vous la laisse, partez avec, continuez avec, et j'ai pas de temps à perdre. Dernier point, c'est une question qu'on me pose qui est comment. Ben, elle a disparu la question ici. Alors, attendez, je la vois. Non, elle est là. Donc la question, c'est comment vous expliquez ou expliquez-vous le manque d'intelligence de la communauté musulmane en France qui n'est pas capable d'avoir un discours clair, audible et pertinent. Euh, Écoutez, d'abord, par rapport à cette question et qui conclura notre rencontre aujourd'hui, moi je ne dirais pas que la communauté musulmane manque d'intelligence ou que les citoyens français de confession musulmane manquent d'intelligence. Je pense qu'on a beaucoup de musulmanes et de musulmans intelligents. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'intelligence collective, c'est-à-dire d'espace où ces intelligences se fécondent mutuellement. Nous, on avait lancé ça en une plateforme où on pouvait se rencontrer, réfléchir, mais il faut le faire de façon beaucoup plus approfondie. L'intelligence collective, le sens des défis et l'essence des priorités. Et ça manque aujourd'hui. Ça manque pour plusieurs raisons. Ça manque parce que, effectivement, il y a un déficit de connaissances chez beaucoup. Encore, c'est pas parce qu'on parle bien que l'on a compris de quoi on parlait. Et c'est pas parce que l'on a compris un certain nombre de choses qu'il y avait à comprendre qu'on sait comment les expliquer.
Et donc, de ce point de vue, il y a un déficit d'acquisition de connaissances, puis un déficit d'interaction avec la société alentour. Donc, déjà, là, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses dans l'armature intellectuelle, dans la somme de connaissances, et puis dans la capacité d'interagir, tout en sachant une chose. Dès que vous interagissez et que vous êtes visible dans le champ intellectuel, que ce soit partout en Europe, hein, c'est pas seulement en France, mais en particulier en France, il y a un processus de légitimation. C'est-à-dire que si vous êtes légitimé parce que on aime ce que vous dites, parce que vous dites ce que tout le monde dit, eh ben ça passe. Mais dès que vous êtes euh, entendu ou écouté, eh ben, il va falloir faire face à de la critique, à des choses ignobles dans ce qu'on peut dire, ou des calomnies, ou des insultes, etc. Et là, de ce point de vue, c'est vrai que d'abord, il faut s'y préparer, et il faut, de ce point de vue-là, avoir le courage de la pensée, et le courage de la pensée collective. C'est-à-dire le courage de la pensée qui s'émancipe et qui dit les choses comme un vrai citoyen qui assume et qui a compris ce qui est en train de se passer, l'émancipation, c'est-à-dire une sorte d'indépendance en n'attendant pas d'être adoubé par un tel ou un autre, c'est-à-dire souvent, je veux dire, on le sait, je veux dire, à partir d'un certain moment, on est adoubé par tel intellectuel ou par tel mouvement, tel qu'un à gauche qu'on aime bien et qui va nous dire, ah ben lui, il est bien, il faut l'écouter. Mais on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin du pouvoir, on n'a pas besoin des médias. Si ce qu'on dit est important, ça se sera par la réaction de la base. C'est la base, le paramètre. C'est la population qui comprend ce qu'on est en train de dire. Donc la population qu'on respecte. Et puis l'autre paramètre, c'est la vérité de la connaissance. Donc, si vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une pensée des Français de confession musulmane ou des Européens de confession musulmane, mais ça fait longtemps que je dis ceci, et je le répète, mais très réactif, très sur la défensive, et avec une volonté de reconnaissance qui prend le dessus. Donc, trois problèmes. Ce problème, c'est le problème de s'armer intellectuellement cette connaissance, mais encore une fois, pas une connaissance uniquement livresque, une connaissance historique, une connaissance des enjeux, connaître aussi le paysage politique dans lequel nous naviguons aujourd'hui, eh bien, il y a ça qui manque. Euh, le peu de compréhension de ce qui se joue sur le plan médiatique ou sur le plan politique, et là, de ce point de vue, eh bien, il faut pouvoir le mesurer. Et vous savez, à des moments donnés, il faut faire un pas en arrière. Mais tous les cercles de réflexion font ça. Par exemple, les féministes ou même les mouvements noirs aux États-Unis ou les Indiens, les Amérindiens, à un moment donné, ils font un pas en arrière et ils réfléchissent entre eux à ce qui est en train de se passer autour d'eux. Non pas de façon séparatiste, mais de façon consciente, de conscientisation. Développons une pensée collective de l'environnement dans lequel nous sommes pour développer une pensée émancipatrice. Non pas pour nous séparer du lieu, mais pour mieux y être. C'est exactement le contraire. On se met ensemble à réfléchir pour mieux être avec les autres. Parce qu'à n'être que les autres, on ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus ce que nous défendons. On se perd. C'est être entre soi pour ne pas se perdre quand on est avec tout le monde. Parce que notre but, c'est pas d'être entre soi, c'est d'être avec tout le monde tout en restant soi. Je répète, être entre soi, c'est pas de rejeter les autres, c'est être entre soi pour que quand on est avec les autres, on reste soi, dans une pensée apaisée, reconnue, forte, consciente, solide, indépendante. Donc ça, est-ce que ça existe? Non, on ne fait pas ça. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a le dernier problème. Celui qui est en fait le premier problème. Celui qui est malheureusement... Vous savez, un jour, un sociologue qui disait beaucoup de bêtises, mais pas que, m'avait dit une fois que il avait traversé la Belgique et il dit une formule que j'ai beaucoup répétée, que je vous répète ici. Il me dit que j'ai rencontré beaucoup de leaders musulmans, mais je n'ai pas rencontré de leadership. C'est-à-dire que la capacité de chaque leader de se mettre ensemble pour donner une voix, ça n'existe pas. Un des problèmes, c'est les égos.
les égaux. Je, je l'ai vécu personnellement en voyant une chose. À un moment donné, certains, quand ils m'ont vu tomber, ne se sont pas posé la question humaine, se sont posé la question de savoir quelle place je laissais. Ce n'était pas une question de frère qui voit son frère tomber, c'est un ego qui voit un concurrent disparaître. Mais quand vous en êtes là, eh ben, ça va pas. Et ça, il faut le prendre comme une école. C'est pas pour parler de soi que je dis ça, c'est pour se dire, nous tous là, à un moment donné, nos égos, il faut les travailler. C'est l'espace de la confiance en soi et du travail spirituel pour revenir en soi et avoir le courage de la pensée collective qui, entre soi, réfléchit pour rester soi avec la société dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas une pensée de la séparation, c'est une pensée de la réconciliation. Double réconciliation avec moi et avec nous. Parce qu'il faut dire nous, et c'est ce nouveau nous dont je parlais il y a déjà 30 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention qui a duré longtemps. Et je vous retrouve bientôt, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, on se retrouve vendredi pour cette intervention-là. Et pour d'autres parmi vous, on se retrouvera déjà pour les premiers cours en présentiel qui commenceront samedi. Et puis ensuite, on va continuer notre route de l'enseignement, ce qui restera en tout cas le sens d'une vocation, c'est celle de servir et de mieux servir Dieu, les hommes et l'humanité, quelle que soit leur citoyenneté, jamais contre leur citoyenneté, mais toujours pour une citoyenneté qui sait ce que c'est que d'être un homme et que de défendre l'égalité humaine. Voilà, prenez bien soin de vous, mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, ça vous le savez, de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, que la vie est fragile, que le temps passe vite, parce qu'il passe très vite. Voilà, bonne soirée et à tout bientôt.